Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une technologie qui est en train de redessiner notre quotidien, souvent sans même qu'on s'en rende compte. On va parler de l'apprentissage automatique ou, comme on l'entend souvent, du machine learning. On va commencer par quelque chose que tout le monde connaît. Vous savez, ce moment un peu étrange où une plateforme de streaming vous recommande la série qui va devenir votre nouvelle obsession. Ou quand un site de e-commerce vous propose l'article auquel on pensait justement. Comment ils font ça? On a l'impression qu'ils lisent dans nos pensées. Eh bien, la réponse, c'est l'apprentissage automatique. En gros, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui change complètement la donne. Au lieu de donner des ordres stricts à un ordinateur, du genre « si ceci, alors fais cela », on fait l'inverse. On lui donne une montagne de données, vraiment des tonnes, et on le laisse se débrouiller pour trouver les liens, les schémas et faire ses propres prédictions. Ok, mais alors pour bien comprendre de quoi on parle, il faut situer un peu les choses. Où est-ce que ça se place exactement, l'apprentissage automatique, dans le grand univers de l'intelligence artificielle? Le plus simple, c'est d'imaginer des poupées russes. La plus grande poupée, c'est l'intelligence artificielle, l'idée générale de créer des machines capables de réfléchir. À l'intérieur, on trouve l'apprentissage automatique, qui est une des façons d'y arriver, spécifiquement en apprenant à partir de données. Et tout au cœur, on a l'apprentissage profond, le deep learning, qui est une technique de pointe d'apprentissage automatique, souvent inspirée par le fonctionnement de notre propre cerveau. Et attention, on pourrait croire que c'est tout nouveau, mais en fait pas du tout. Les toutes premières idées datent des années 50. Le terme lui-même a été inventé en 1959, mais c'est vraiment dans les années 2010 que tout a explosé, grâce à deux choses, des quantités de données astronomiques disponibles et une puissance de calcul qui a grimpé en flèche. C'est ça qui a permis la révolution qu'on vit aujourd'hui. Bon, mais alors concrètement, apprendre pour une machine, ça veut dire quoi? En fait, il n'y a pas une seule méthode. Il y a trois grandes familles, trois styles d'apprentissage bien distincts. D'un côté, il y a l'apprentissage supervisé. C'est le plus courant. C'est comme si on donnait à la machine des fiches de révision. On lui montre des milliers de photos de chats en lui disant « ça, c'est un chat ». À la fin, elle a tellement vu d'exemples qu'elle peut reconnaître un chat toute seule sur une nouvelle image. De l'autre côté, on a l'apprentissage non supervisé. Là, c'est le contraire. On lui donne un énorme tas de données en vrac, sans aucune étiquette, et on lui dit « ok, débrouille-toi et trouve des groupes logiques là-dedans ». C'est super utile, par exemple, pour identifier différents types de clients dans une base de données. Et enfin, la troisième méthode, l'apprentissage par renforcement. Là, c'est encore différent. L'IA apprend par essai et erreur, un peu comme on dresse un animal. Elle fait une action, si c'est bien, on lui donne une récompense, si c'est pas bien, une pénalité. Et petit à petit, elle ajuste sa stratégie pour maximiser ses récompenses. C'est comme ça qu'on a entraîné des IA à devenir imbattables à des jeux comme le Go ou à piloter des robots. Bon, la théorie c'est une chose, mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde ce que ça donne dans le monde réel. Et la vérité, c'est que l'impact est déjà partout. Prenez le domaine de la santé, par exemple. L'impact est juste énorme. On a des algorithmes qui peuvent analyser des scanners médicaux et y repérer des signes de maladie bien plus tôt que le meilleur des spécialistes. Il y a aussi des projets incroyables comme AlphaFold qui aident à comprendre la structure des protéines, ce qui accélère la découverte de nouveaux médicaments à une vitesse qu'on n'aurait jamais imaginée. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Dans le secteur financier, ce sont ces systèmes qui détectent une fraude sur une carte de crédit en une fraction de seconde. Et sur nos routes, c'est le cerveau qui pilote les voitures autonomes ou qui optimise les feux de circulation pour fluidifier le trafic. Bref, sans qu'on y pense, cette technologie est devenue un pilier de notre économie. En fait, cette citation de Satya Nadella, le patron de Microsoft, elle résume tout. Il ne s'agit pas juste d'une petite amélioration ici ou là. C'est une lame de fond qui est en train de transformer en profondeur la quasi-totalité des industries. Et forcément, ça se voit directement sur le marché du travail. Quand on regarde les chiffres, les prévisions montrent une croissance de plus de 21% des métiers liés à ce domaine d'ici 2031. C'est un chiffre colossal qui montre à quel point la demande pour ces compétences est en train d'exploser. Ok, tout ça a l'air génial. Mais évidemment, un pouvoir aussi immense, ça vient avec son lot de défis et pas des moindres. C'est super important de garder les pieds sur terre et de regarder aussi les limites et les risques. Le premier gros problème, et c'est un vrai casse-tête, c'est ce qu'on appelle le problème de la boîte noire. Beaucoup de modèles, surtout en apprentissage profond, sont tellement complexes qu'ils fonctionnent un peu comme par magie. Ils donnent une réponse, souvent très juste, mais il est quasi impossible de savoir pourquoi ils ont pris cette décision-là. Et c'est exactement ce que souligne Vector Institute. Cette capacité à expliquer est cruciale. On ne peut pas faire confiance à un système si on ne comprend pas son raisonnement, surtout quand il s'agit de décisions critiques, comme refuser un prêt à quelqu'un ou proposer un diagnostic médical. C'est une question de responsabilité, tout simplement. Autre point super important à comprendre, une distinction qui change tout. Les machines sont incroyablement fortes pour trouver des corrélations, c'est-à-dire repérer que deux choses se passent souvent en même temps. Mais ce qu'elles ne comprennent pas du tout, c'est la causalité. Est-ce que la première chose cause la seconde? Et cette nuance, elle est absolument fondamentale pour ne pas prendre de décisions absurdes basées sur de fausses interprétations.
Et la liste des défis est encore longue, hein. La qualité des données est la base de tout. Si les données qu'on utilise pour entraîner le modèle sont biaisées ou incomplètes, le modèle apprendra ses biais et donnera des résultats injustes. Il y a aussi l'énorme question de la protection de nos données personnelles et des pièges purement techniques comme le surapprentissage où le modèle devient tellement bon sur ses données d'entraînement qu'il en devient incapable de gérer de nouvelles situations. Mais malgré tous ces défis, il ne faut pas se leurrer. Le domaine avance à une vitesse folle. Alors pour finir, jetons un œil à quelques-unes des tendances qui sont en train de dessiner le futur de l'apprentissage automatique. La première tendance, évidemment impossible de passer à côté, c'est l'IA générative. On parle ici de modèles comme GPT-4 qui ne se contentent plus d'analyser l'information mais qui la créent. Du texte, des images, de la musique, du code. C'est une révolution complète dans la manière de produire du contenu. Et justement, pour répondre à ce fameux problème de la boîte noire, tout un champ de recherche est en plein essor. C'est l'IA explicable, ou XAI. L'idée, c'est de développer des modèles qui sont transparents dès leur conception ou de créer des outils qui nous aident à comprendre leurs décisions. Ensuite, pour la question de la vie privée, il y a une idée super intéressante qui émerge, c'est l'apprentissage fédéré. En gros, au lieu de centraliser toutes les données pour entraîner un modèle, on envoie le modèle s'entraîner directement là où sont les données, par exemple sur des millions de smartphones, sans que les données personnelles ne quittent jamais l'appareil. Et pour finir, une dernière tendance de fond, on cherche à automatiser le processus lui-même. D'un côté, des outils qu'on appelle AutoML permettent à des non-spécialistes de créer des modèles plus facilement. De l'autre, des pratiques nommées MLOps visent à rendre le déploiement et la gestion de ces modèles beaucoup plus professionnels et fiables. Et tout ça nous amène à la question finale, peut-être la plus importante de toutes. On est en train de construire des outils d'une puissance absolument inouïe. La technologie, elle va continuer de progresser, c'est une certitude. Le vrai défi, qui est un défi pour nous tous, c'est de savoir si notre sagesse, notre capacité à encadrer tout ça de manière éthique et responsable, va réussir à suivre le rythme. Merci d'avoir suivi cette analyse.